Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire de recherche opérationnelle. Alors pour votre information, ce webinaire sera enregistré et sera diffusé à l'ensemble des associations partenaires. Et je vous remercie de bien couper vos micros et éteindre vos webcams lorsque vous n'intervenez pas. Alors je vais vous demander de couper vos webcams, Émilie, Julia, Soumeya et Arnold, s'il vous plaît. Dans ce webinaire, nous traiterons des dynamiques de construction d'un projet de recherche opérationnelle et on abordera la collaboration entre les acteurs associatifs et les chercheurs. Ce webinaire présentera le processus amenant une problématique de terrain à devenir un projet de recherche opérationnelle. Et pour illustrer cette démarche, nous présenterons les étapes de construction du projet Radar. Radar est un projet de recherche opérationnelle qui est né d'un constat de terrain qui vise à évaluer le rôle des acteurs associatifs dans le dépistage du VIH chez l'enfant en collaboration avec les associations Espoir Vie Togo, EVT, et Action communautaire pour la santé, ACS, au Togo, et l'association Centre SAS qui exerce en Côte d'Ivoire. Suite à ce webinaire, nous aurons l'occasion de continuer à discuter de ce projet au cours d'un autre webinaire, la partie 2, qui traitera des aspects méthodologiques. Mais aujourd'hui, nous accueillons Siaka Dao, qui est directeur de programme à l'ONG Centre SAS en Côte d'Ivoire et qui est responsable de la coordination du projet Radar pour son ONG. Nous accueillerons aussi le docteur Arnold Sadio, qui est médecin épidémiologiste au CARESP, qui se situe au Togo et qui est chef de projet du projet Radar. Nous accueillons Émilie Henry, qui dirige le pôle qualité et recherche en santé de SIDAction. Et enfin, nous accueillons Jean-Marie Allais, qui est psychologue clinicien et coordinateur de centre Lucia 2VT. Il est responsable de la coordination du projet Radar pour l'ONG EVT, qui est son ONG. Les interventions seront suivies d'un temps de questions que vous pourrez écrire uniquement dans la section chat au fur et à mesure des présentations. La conclusion de ce webinaire sera réalisée par Soumeya Rali, qui est responsable thématique enfants et adolescents à SIDAction. Je vous remercie vivement pour votre participation à ce webinaire de recherche opérationnelle et je vais laisser maintenant la parole à Siaka Dao, qui, je rappelle, est responsable de la coordination du projet pour l'ONG Centre SAS en Côte d'Ivoire. Siaka, je te laisse la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Dao Siaka, comme Thibault l'a présenté tout à l'heure. Je suis directeur des programmes de l'ONG SANSAS et j'assure la coordination du projet Radar en collaboration avec Dr Diarra Brahima qui en assure la coordination opérationnelle. Donc, mon intervention de ce jour va porter sur les constats des terrains qui ont amené au choix de la question de la recherche. Donc, on va commencer par une brève présentation de l'ONG SANSAS. Pour rappel, il faut dire que Centre Solidarité Action Sociale a été créé le 15 mai 1995. L'ONG est basée à Bouaké, en République de Côte d'Ivoire. Et la création de l'ONG fait suite à un projet de recherche opérationnel qui avait été lancé par l'AFD sur le devenir des orphelins du fait du VIH. Et l'ONG a été déclarée association d'utilité publique en 2012. Et nous intervenons sur plusieurs thématiques, notamment le VIH-Sida, qui est la thématique de base, mais également nous avons intégré la tuberculose, les gens et le VBG, la santé maternelle et néonatale, mais également l'éducation et la recherche opérationnelle. Et nous intervenons en Côte d'Ivoire dans 28%, sur les 28% des districts sanitaires du pays, que ce soit en action directe, mais également aussi avec des ONG partenaires. Les constats de terrain qui ont abouti à l'idée de projet de recherche, c'est parti sur la base de deux réflexions. Et ces réflexions-là, d'abord, le premier, c'était qu'au niveau de notre district sanitaire, le district sanitaire Bouaké Nord-Ouest, où nous intervenons où est basé notre site principal. Donc, au niveau de ces districts sanitaires-là, nous avons constaté que dans la comparaison qu'on avait des files actives du SANSAS et celle des autres centres publics du district, nous avions constaté que nous avions la file active la plus importante au niveau des enfants vivant avec le VIH. Et paradoxalement, le taux de consultation, sinon le nombre de consultations au niveau de ces centres de santé publique-là était largement supérieur à celui du SANSAS. Donc, du coup, nous avons perçu là
qu'il y avait un problème au niveau de l'offre des services en matière de dépistage au niveau de ces centres publics. Et une petite investigation dans les centres de santé qui nous entouraient ont laissé apparaître qu'il y avait des occasions manquées. Donc, l'offre des services n'était pas systématique, les services de dépistage n'étaient pas systématiques au niveau de ces centres publics-là. Et donc, du coup, ce qui a amené à la deuxième constatation, c'est que lorsque nous avons obtenu certaines subventions, nous avons décidé dans notre approche d'étendre nos interventions à ces centres publics-là en les appuyant pour l'offre des activités de conseil et de suivi communautaire des patients VIH. Donc, cela se traduisait par la mise à disposition de conseillers communautaires sur ces sites-là pour pouvoir offrir systématiquement le dépistage aux bénéficiaires qui venaient en consultation. Et ce que nous avons remarqué à la suite de cette approche-là, c'est que les indicateurs de dépistage au niveau de ces centres de santé-là ont été nettement améliorés avec l'intervention de nos communautés sur ces sites. Et dans la même veine, les directeurs départementaux des sites pour lesquels on avait posté des conseillers communautaires, on nous demandait constamment d'élargir nos interventions sur d'autres sites qui étaient dans leur aire sanitaire. Mais avec les ressources limitées, c'était un peu compliqué. Donc, du coup, nous avons décidé, donc, vu ce constat-là au niveau de ces centres de santé, de pouvoir réfléchir sur la question de valoriser cette intervention communautaire-là au niveau de ces sites-là afin de pouvoir convaincre, n'est-ce pas, des partenaires à pouvoir investir dans cette forme d'approche qui permettrait à des communautés d'intervenir sur des sites publics pour pouvoir rattraper certains indicateurs. D'où l'idée, après discussion que nous avons eue avec le pôle recherche de SIDAction, de pouvoir faire l'évidence sur cette approche, sinon comment dire, l'efficacité de l'appui communautaire au niveau des centres publics pour pouvoir rattraper le dépistage des enfants. Donc, c'est ce qui a permis, à la suite des échanges et des discussions que nous avons eues avec le pôle recherche, de pouvoir affiner l'idée de la question des recherches et de pouvoir lancer ce projet Radar. Donc, voilà un peu ce que je peux dire quant au constat de terrain qui nous a amené à pouvoir identifier cette question des recherches-là que Radar met en œuvre en ce moment. Merci beaucoup pour le temps de disponibilité quant à ce constat. Siaka. Je vais passer la parole au docteur Arnold Sadio, qui est médecin épidémiologiste au CARESP et qui est chef de projet, de radar, et qui va un petit peu continuer le processus après le constat de terrain de formulation de la question de recherche. Arnold, je te laisse la parole. Après cette bonne introduction de Siaka, donc je vais aller dans sa suite en revenant surtout sur tout ce qui est la formulation d'une question de recherche. Alors, ce qui est fondamental lorsqu'on commence à avoir de la réflexion sur ce type de projet, la première chose qui doit nous venir à l'esprit, c'est la question de l'utilité. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait en termes de recherche en santé, recherche opérationnelle, a pour but finalement de produire des connaissances utiles qui vont permettre d'ajuster les politiques ou finalement de guider la prise de décision. Et l'élément aussi qui est important à savoir, dans ce type de projet, vous aurez généralement plusieurs parties prenantes. Vous aurez des chercheurs, vous aurez des acteurs de terrain qui vont se mettre ensemble et tout pour la construction. Mais le critère de jugement principal de la qualité de ce type de projet de recherche, en fait, c'est l'utilité. C'est-à-dire qu'on va se questionner d'abord sur l'utilité de ce que l'on souhaite faire ou de ce que l'on est en train de faire avant de s'interroger à la qualité méthodologique qui a été mise en œuvre, à la qualité de la méthode qui a été mise en œuvre pour le dit projet. Donc, l'utilité est le premier critère pour juger de la qualité. Alors, c'est quoi un projet utile? Un projet utile, c'est un projet qui permet de répondre à un problème, à une question que l'on se pose et dont la réponse est cruciale pour améliorer
transformer les pratiques existantes et pouvoir derrière permettre la prise de décision. Donc, il y a une nécessité, n'est-ce pas, à identifier clairement le problème. Donc, ça, c'est la première étape. Il faut d'abord identifier clairement le problème et formuler des questions de recherche pertinentes qui permettent nécessairement d'apporter des réponses et de régler le problème. Alors, ici, je vais faire un petit rappel. Hein. Ça, c'est vraiment un rappel synthétique du processus de la recherche. Alors, généralement, lorsqu'on s'engage dans un processus de recherche, en termes d'intrants, nous aurons tout ce qui est théorie, observation de terrain, raisonnement logique, ainsi de suite. Et tous ces éléments-là mis ensemble vont permettre d'identifier un problème et à partir du problème identifié, de formuler une question de recherche. De la question de recherche vont découler des hypothèses de recherche. La prochaine étape va nécessairement consister à la mise en œuvre du projet de recherche, de la collecte de données, de l'analyse de ces données-là. Mais la partie qui est également cruciale, c'est l'interprétation afin de confirmer ou bien d'infirmer les hypothèses que nous avions formulées. Et il y a toujours, n'est-ce pas, un rétro-feeding qui permet soit de mieux comprendre les théories sur lesquelles on avait basé notre réflexion au départ, soit de les modifier en fonction des résultats que nous avons obtenus dans le processus de recherche. Et il faut savoir que dans ce processus, vous avez vu que il y a entre autres l'observation, mais pas seulement, et ce volet qui est lié véritablement à l'observation, au constat de terrain et les acteurs de terrain, tous ceux qui sont au quotidien sur le terrain jouent également un rôle très important à cette étape-là. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui formuler une question de recherche opérationnelle dans l'objectif d'être utile sans l'implication des acteurs du terrain qui, effectivement, ont une grande expérience et pourront mieux vous dire ce qui se passe sur le terrain. Alors, c'est quoi une question de recherche? Alors, une question de recherche, c'est une interrogation. Cette interrogation, elle doit être précise, elle doit être formulée et permettre de guider une investigation scientifique. Donc, il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit concise et il faut qu'elle soit mesurable afin d'aboutir à des réponses utiles. Le mot utile, vous allez le voir souvent. Il faut qu'elle soit claire, concise, mesurable afin d'aboutir à des réponses utiles. Si vous n'avez pas une question de recherche correctement formulée, une question de recherche claire, vous êtes comme perdu. C'est-à-dire qu'en réalité, vous pouvez partir dans tous les sens et la question de recherche représente donc aujourd'hui une véritable boussole qui va vous permettre de délimiter le champ de votre étude, d'identifier les données pertinentes à collecter et de choisir les méthodes adéquates pour mener à bien votre recherche. Alors, en termes de caractéristiques, à quoi s'attend-on lorsqu'on dit qu'on veut avoir une bonne question de recherche? Alors, de manière globale, on dit qu'une bonne question de recherche doit être finite, c'est-à-dire elle doit être faisable. Donc, la réponse doit être possible à trouver avec les ressources et le temps disponibles. Ça veut dire qu'il y a des questions de recherche, quand on te les énonce, quand tu les entends, d'emblée, tu sais qu'avec les ressources dont disposent les investigateurs ou bien les personnes, cette question-là, on ne peut pas y répondre avec. C'est-à-dire qu'il faut toujours, le critère principal doit être qu'il faut que ce soit faisable. Alors, il faut qu'elle soit intéressante. Intéressante non seulement pour le chercheur, mais aussi pour ses pairs et sa communauté. Du point de vue du chercheur, généralement, on s'engage dans des projets de recherche simplement parce que nous nous sentons intéressés et parce que la question de recherche aborde notre champ ou bien nos différents axes de recherche que nous avons. Mais un autre élément important, il faut que ce soit une question qui est intéressante pour la communauté. Parce que finalement, on fait de la recherche pourquoi? Pour améliorer l'existant, pour guider les décisions et qui vont avoir un impact sur le plus grand nombre. La question de recherche doit être novatrice, c'est-à-dire qu'elle doit poser un problème nouveau ou aborder un sujet ancien sous un angle différent. On ne réinvente pas la roue. Ça veut dire que si vous vous posez une question qui a déjà été répondu quelque part, vous voyez que vous êtes en train de faire un gaspillage de temps et de ressources, puisque la réponse, elle existe déjà, on la connaît. Ou soit, la réponse existe quelque part, mais elle n'est pas adaptée à votre contexte. Donc,
vous pensez qu'un élément de contexte peut impacter les résultats qui ont été observés ailleurs et vous pensez que votre contexte est différent. Et ça aussi, c'est toujours des observations de terrain. Et cela vous permet de vous poser la question à nouveau, mais dans votre contexte. Mais il faut qu'il y ait un élément nouveau dans la question que vous formulez. La question de recherche doit être éthique. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas amener ou bien causer une nuisance à autrui. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de penser faire, il ne faudrait pas que dans le process de mise en œuvre, il y ait des nuisances causées à autrui. Et une question de recherche doit être pertinente, relevant in English. Elle doit apporter une contribution utile à la connaissance existante. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Ça ne sert à rien de se dire qu'on est en train de faire de la recherche opérationnelle si finalement personne ne va l'utiliser. Vous avez donc compris d'où l'intérêt d'impliquer dès le départ les acteurs du terrain, parce que c'est eux qui sauront vous dire quels sont les besoins, quels sont les gaps qui ont été observés sur le terrain. Alors, dans sa formulation, une bonne question de recherche, on dit qu'elle doit être PICO de manière générale. Il faut qu'elle puisse faire ressortir la population, les patients ou le problème. Il faut qu'elle puisse faire sortir l'intervention ou bien encore l'indicateur étudié. Il faut généralement un groupe de comparaison, mais pas toujours, ce n'est pas obligatoire. Il faut ce qu'on appelle un résultat d'intérêt, en anglais un outcome, et il faut préciser le contexte temporel de la question. Il ne faut pas rester vague là-dessus. Sinon, vous êtes en train vous risquez d'aller plus loin et puis de vous perdre en chemin. Donc, une question de recherche doit être PICO. Mais je le répète, tous ces éléments-là ne sont pas obligatoirement nécessaires dans la formulation. Ça dépend du type de recherche que vous faites et ça dépend de la question qui vous intéresse. Mais généralement, vous allez retrouver la population, l'intervention et l'outcome dans votre question de recherche. Alors, pour en revenir un peu au contexte du projet Radar, j'ai essayé ici de contextualiser un peu pour voir un peu comment est-ce que d'un constat de terrain, on peut sortir et déboucher sur une question de recherche. Siaka l'a dit, c'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui que le dépistage précoce du VIH pédiatrique en Afrique de l'Ouest, ça commence à traîner, ça commence à traîner un peu. Ça peut être un constat qu'on a vu en faisant une sorte de revue de la littérature, en regardant un peu tout ce qui est publié dans les documents scientifiques et tout, ou bien ça peut être vraiment lors de la compilation des données de routine, des associations qu'on se rend compte que, mais tiens, le dépistage précoce du VIH pédiatrique, avant on en faisait tel nombre, aujourd'hui on en est à tel nombre, qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite, on commence à se poser des questions. Mais un autre constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a des enfants quand même qu'on continue à voir à des âges assez avancés et qu'on voit à des stades de maladie sida. C'est-à-dire qu'on va l'amener en consultation pour un problème de dénutrition sévère, retard de croissance à l'âge de 9 ans. Et c'est au cours de l'investigation clinique qu'on se rend compte qu'en fait, l'enfant est infecté par le VIH. Alors que cet enfant-là a été vu plusieurs fois dans plusieurs contacts avant avec les services de soins, mais que jamais un dépistage du VIH ne lui a été proposé durant ces contacts. Alors, il y a le conseil de dépistage à l'initiative du prestataire, mais le constat de terrain aussi, c'est qu'il y a un problème de lassitude des prestataires et de charge de travail élevée qui fait que dans les centres particulièrement publics, ce conseil de dépistage à l'initiative du prestataire n'est pas souvent mis en œuvre comme il se doit. La réflexion étant poussée, les échanges avec les associatifs, les acteurs de terrain, il y a eu des discussions et tout. On se demande donc par rapport à la lassitude des prestataires, qu'est-ce qu'il faut faire? Je replace le contexte. En parlant de lassitude des prestataires, si je me mets à faire du CEDI et que je dépiste 100 enfants, et sur les 100 enfants, je n'ai aucun enfant qui est infecté, à la longue, je vais à un moment arrêter de demander des tests, des dépistages. C'est la lassitude. C'est-à-dire que je me dis, bon, de toute façon, j'en ai fait 100, j'en ai fait 200, il n'y a aucun qui est positif, donc j'arrête. Il y a la charge de travail qui est élevée. Vous savez qu'un test de dépistage, je ne vous apprends rien. Il faut un conseil pré-test, il faut le test, il faut un conseil post-test. En consultation de routine, particulièrement dans les centres publics qui sont souvent surchargés, c'est difficile à faire et voilà, les réflexions ont été faites pour se dire, mais est-ce que si on amène du personnel associatif supplémentaire sur les sites publics, est-ce que ça ne renforce pas la capacité ou bien est-ce que ça ne renforce pas le dépistage? Là-dessus, Siaka l'a très bien dit, c'est-à-dire que généralement sur les papiers, les centres associatifs sont des centres qui ont de bons résultats
en termes de dépistage et de prise en charge VIH. ACS, EVT, Centre SAS de Boaké, vous verrez que sur les papiers, ils ont de très bons indicateurs pour le dépistage du VIH. Donc, cela nous a amené à se poser la question, hein, est-ce que l'implication des associatifs communautaires et l'introduction d'un outil de ciblage apporte une plus-value comparé au CEDIP classique dans le renforcement de l'efficience de l'accès au dépistage, diagnostic VIH, de l'accès et le maintien dans les soins des enfants et des adolescents. Alors, vous allez voir nettement qu'il y a un problème peut-être un problème de concision, mais comme je l'ai dit, ça dépend aussi de la question et du problème qu'on est en train de vouloir étudier. Alors, dans cette question ainsi formulée, quid de la population, de l'intervention, du comparateur de l'outcome ou du résultat ou bien du temps. Donc là, vous voyez clairement que lorsqu'on parle des enfants et des adolescents vivant avec le VIH, on a fait ressortir le critère population. Lorsqu'on parle de l'implication des communautaires associatifs et de l'introduction d'un outil de ciblage, on a fait ressortir le critère intervention. Lorsqu'on parle de CEDIP classique, c'est ce à quoi on veut comparer notre intervention. Et lorsqu'on parle de renforcement de l'efficience de l'accès au dépistage diagnostic du VIH, c'est un peu le résultat que l'on attend, c'est l'outcome dans ce cas-là, c'est positif. Donc, en conclusion, nous dirons que une question de recherche est un élément crucial pour la construction d'un projet de recherche. Il faut interroger un fait nouveau ou aborder un fait ancien sous un angle nouveau. C'est-à-dire qu'on ne pose pas des questions sur des choses qui existent déjà. On ne se questionne pas sur ce qui a déjà été créé ou bien ce qu'on sait déjà. Un critère de qualité principal, c'est l'utilité. Et il y a un rôle clé qui est celui des acteurs de terrain et ou de la cible pour la construction du projet. Merci beaucoup. Merci Thibaut, je te rends la parole. Merci Arnold, merci Siaka aussi pour ces présentations. Avant de continuer le webinaire, je vous propose un temps de questions court, mais on prendra plus de temps sur un deuxième temps. Vous pouvez les noter directement dans la section chat du webinaire. Il y a une question. Est-ce que vous pouvez... Alors, on nous demande de parler de la méthodologie de la recherche et de la méthode d'analyse. Merci pour cette question, c'est très intéressant et ça fera partie, nous allons répondre à cette question dans la deuxième partie de ce webinaire qui se tiendra dans un mois, où je reviendrai, je vous donnerai la date exacte en fin de webinaire, où il sera consacré justement à la méthodologie et à l'analyse des données. On a une seconde question. Comment avez-vous identifié les chercheurs instituts de recherche? Arnold, je peux te laisser la parole? Alors, concernant l'identification en fait, c'est la question sur les parties prenantes, sur les parties prenantes au projet. Alors, généralement, dans le process, on s'intéresse, c'est un domaine spécifique, c'est le domaine du VIH pédiatrique. Et nous sommes en Afrique de l'Ouest. Généralement, on a des acteurs locaux, on a des institutions qui ont eu déjà à traiter de cette thématique-là sous d'autres aspects. Donc, généralement, on s'approche de ces institutions-là pour essayer de voir s'ils sont prêts à s'impliquer dans le projet et à l'accompagner. Mais il faut savoir que l'implication d'une équipe dans le projet de recherche part de la construction. Donc, si on veut parler, sans entrer dans trop de détails du projet RADAR spécifiquement, on a d'abord impliqué les principales associations qui travaillaient déjà sur le terrain et qui collaboraient avec SIDAction, parce qu'il faut dire que sur ce projet-là, c'est SIDAction qui est le bailleur. Et à côté de ces associations-là, on a essayé d'adjoindre une équipe pluridisciplinaire de chercheurs pour essayer d'évaluer un peu le processus d'implémentation par des données épidémiologiques. Donc, surtout, c'est du fait de l'intérêt de l'équipe de recherche sur la question, ce qu'ils ont déjà fait sur la question, et l'implication des associatifs communautaires qui travaillent sur le terrain dans le field, le domaine qu'on souhaite interroger, qui guide un peu le choix ou bien la décision d'impliquer. Merci. Merci à Arnold pour ces explications. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on conserve les questions qui sont actuellement posées pour la seconde partie, le second temps des questions. Je vous propose donc de continuer le webinaire et je vais donner la parole à Jean-Marie Allais, qui est psychologue clinicien et coordinateur du centre Lucia, qui est un centre de prise en charge de l'association Espoir Vie Togo. Il est responsable de la coordination du projet Radar pour son centre, pour son association. Donc, avant de commencer, je dirais que moi, je suis Jean-Marie Allais, je suis psychologue
Je travaille dans une association Espoir Vie Togo qui est en Afrique de l'Ouest, une association qui est un vieux partenaire de SIDAction. Donc, comme je l'ai dit, Espoir Vie Togo est né, ça fait bientôt 29 ans. Et on a une grosse file active de 5609 patients. Les cibles sont variées. On a les enfants, les adolescents. On a les populations clés, notamment les HSH et les professionnels du sexe et les détenus. Et comme domaine d'intervention, à part la prise en charge globale, nous avons aussi la formation, le plaidoyer, auquel vient s'ajouter les actions de recherche ou la collaboration à la recherche. Nous voulons partager avec vous notre expérience, la participation de cette recherche, et on va structurer le propos en deux niveaux. Le premier niveau, c'est notre expérience en tant qu'associatif dans le montage et le pilotage. Parce que, comme je l'ai dit, Espoir Vie Togo a participé comme site où on collectait les données, notamment dans plusieurs recherches, que ce soit des recherches cliniques sur le FIT2, que ce soit les recherches sur l'opérationnalisation ou la faisabilité de la PrEP, etc. Mais nous n'avons jamais été partie prenante depuis le début jusqu'à la mise en œuvre d'un projet. Et donc, c'est lieu de saluer SIDAction qui nous a impliqués, ceci avec une bonne articulation avec le milieu universitaire, donc notamment l'Université de Bordeaux et l'Université de Lomé, et avec la couverture du professeur Didier Ekwevi. Donc, voilà. Et l'expérience que nous avons faite ici, on a pris un peu part à la phase de réflexion sur le projet, sur le thème, à partir des constats de terrain. Donc, je mentionne en passant très vite que Vincent Djouri, qui était le responsable de recherche à SIDAction, s'était rencontré à Kigali et il a posé le problème et on a discuté et il a dit si c'est intéressant pour vous, votre site peut servir. Et déjà, il a commencé à nous expliquer un peu comment on peut être mobilisé en tant qu'association dans la recherche. Après, le Covid est venu et le projet a continué dans la réflexion toujours. Et puis, comme l'a dit Dr Arnaud tout à l'heure et M. Dao, le montage et la réflexion autour de la thématique et des objectifs, c'est une phase très délicate. Et puis après, on s'est retrouvé à Marseille en 2022 à FAVIH et Vincent est revenu sur le sujet et c'est là où il a sorti la phase. Les associations, à l'origine, n'avaient pas vocation de faire la recherche. Et donc, s'il faut que les associations s'impliquent dans la recherche, il faut que ces associations puissent être prises dans un consortium où il doit y avoir les universitaires ou les universités qui ont la première vocation, qui est la recherche. Donc, pour moi, pour nous, c'est une leçon apprise. Parce qu'avant, on ne savait pas comment on pouvait se mettre ensemble pour faire la recherche. Il y a un participant qui a demandé tout à l'heure comment on a ciblé les scientifiques. Donc, comme Dr Arnaud a répondu, il y a déjà l'idée que nous sommes des hommes de terrain, mais il y a les gens qui ont la matière pour pouvoir faire la recherche et on s'est mis ensemble. Et puis, on a participé aussi au comité de pilotage. Notamment dans le comité de pilotage, c'est un comité mixte où les universitaires, qui sont la plupart des professeurs et des professionnels en santé publique, ont pu travailler avec les associatifs qui ont peu d'expérience pour construire et mettre en place ce projet de formation. Pour nous, c'est une autre leçon apprise. Comme pour dire, en matière de recherche, tout le monde peut apporter quelque chose à son niveau. Et puis vient ensuite la phase de préparation et la validation des outils. Franchement, c'est une étape très cruciale où les professionnels étaient en avant, notamment les professionnels du CARES et de l'Université de Bordeaux, avec toute l'équipe derrière pour mettre les outils de collecte et tout ce qu'il faut. Et nous, on prenait part chaque fois à ces comités de pilotage où on voyait la rigueur qui était derrière le montage et la préparation de tous ces outils jusqu'à la phase de pré-test. Vient ensuite la phase de la validation des outils et de collecte, parce qu'il faut que ces outils soient capables de mesurer les indicateurs qu'on veut vérifier sur le terrain. Ça a été aussi une étape importante, nous avons aussi beaucoup appris. Et puis après, la phase de mise en place des équipes. Là, ça revient un peu à l'articulation entre la technique de montage et la gestion. La partie nationale au niveau pays, Togo, donc je rappelle qu'il y a Action contre le sida,
et ACS avec 6 associations, avec 6 sites, et EVT avec 6 sites. Et ces sites sont purement des sites publics. Donc, comme l'a dit M. Dao, intervenir en tant qu'associatif sur des sites publics et s'introduire dans le personnel et prendre part donc, au circuit du patient, ça n'a pas été facile, mais grâce toujours à la médiation de l'Université de Lomé à travers le CAREPS et Espoir Vie Togo et le programme national de lutte contre le sida, ça a pu se mettre en place. C'est resté pour nous encore une leçon qui dit, en matière de recherche, il faut toujours pouvoir se mettre ensemble pour pouvoir faire. Voilà. Maintenant, expérience en matière de collecte de données. En matière de collecte de données, nous avons les associatifs qui longtemps ne sont pas des acteurs de recherche, mais des acteurs de mise en œuvre. Tout de suite, nous avons appris que la collecte des données ou le fait de prendre part à la réalisation d'une étude est plus rigoureuse que la mise en œuvre simple d'un projet. Parce qu'il y a le protocole, il y a le protocole est standardisé et il faut que nous, associatifs, on puisse nous conformer à la rigueur scientifique. Ça, c'est une leçon aussi bien apprise. On a aussi appris la validation des données, l'audit de ces données pour que ces données soient fiables. Parce que si on collecte des données qui ne sont pas fiables, ça va biaiser toute la recherche. Et il n'y a pas une réflexion en cours. Moi, j'ai trouvé que ça, c'est mieux. Et puis, je fais comme ça. Non. Tout est disons, standardisé et il faut toujours communiquer autour et s'assurer qu'on a des données fiables. Donc, je salue en passant encore Arnaud, Dr Arnaud, qui est l'avant-gardiste au niveau de Lomé et qui, chaque fois, nous aide à mieux voir sur ces différents aspects. Et puis, après, la dernière étape, c'est la communication. Il y a des conférences, des webinaires comme celui-là, où beaucoup d'éléments autour qui vont entourer la recherche. On ne fait pas la recherche en se cachant. Il faut que la recherche que vous faites, même si vous n'avez pas encore fini, puissiez communiquer autour et alerter le milieu communautaire, les bénéficiaires et le milieu scientifique pour qu'ils puissent venir voir et aider à mieux faire. Donc, je m'arrête là pour dire que c'est une expérience très fructueuse. C'est la première fois, je le répète, que nous avons pris part en tant qu'association, pris part à toutes les étapes. Depuis l'idée qui a germé, le montage des outils, la collecte et le pilotage, et on espère que jusqu'à la publication des résultats, on va encore apprendre d'autres leçons. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Marie. Je vais passer la parole à Émilie Henry, qui est directrice du pôle qualité et recherche en santé à SIDAction et qui parlera de l'implication des communautaires dans la santé. Émilie, je te laisse la parole. Merci Thibaut, bonjour tout le monde. Donc effectivement, ma présentation, elle va être un peu en écho à celle de Jean-Marie pour s'interroger un peu sur et illustrer à travers Radar l'intérêt de l'implication des acteurs communautaires, des acteurs associatifs ou autres acteurs de terrain dans une dynamique de recherche qui va impliquer des équipes de chercheurs. Quand on s'intéresse à l'implication associative dans les processus de recherche, je trouve que c'est déjà important de dire que c'est pas quand même quelque chose de complètement nouveau. Le lien entre la recherche et le terrain, les chercheurs et les acteurs associatifs est quand même assez ancien dans la lutte contre le VIH. On sait qu'on a identifié le virus il y a 40 ans maintenant, que depuis 40 ans, on essaye de construire une réponse efficace à l'épidémie et que pendant ces 40 ans, il a fallu qu'on comprenne la maladie, les modes de transmission, qu'on pense des traitements, qu'on réfléchisse à des stratégies de prévention et de prise en charge qui soient adaptées aux besoins de terrain et des populations. Et du coup, dans cette histoire-là, en fait, le lien entre les personnes concernées, les médecins, les chercheurs et les communautés a été assez central. Donc, depuis le début de l'épidémie, les associations sont quand même des partenaires clés, des partenaires privilégiés pour les chercheurs de diverses disciplines.
Ceci étant, les associations, initialement, c'est vrai qu'elles sont surtout mobilisées par les chercheurs lors de la collecte des données. Notamment quand ces associations en fait portent ou gèrent des centres de santé. Il va surtout s'agir pour elles dans les partenariats et les collaborations avec les équipes de recherche de recruter les participants, et notamment dans le cadre des grands essais cliniques, ou encore de travailler avec les équipes de recherche pour contribuer à faire adhérer les personnes au projet de recherche, donc sur tous les aspects, notamment d'éthique de la recherche. Les associations, elles sont aussi en parallèle elles-mêmes des lieux et des terrains d'observation dans des disciplines plus liées aux sciences sociales, notamment l'anthropologie, la sociologie ou encore les sciences politiques. Et on sait qu'il y a certains pays dans toute cette période-là qui ont été très investis en Afrique francophone. Je pense notamment à la Côte d'Ivoire, où on avait un site de l'Agence nationale de recherche contre le sida en France, et au Sénégal. Alors du coup, comment ce lien et cette collaboration a pu évoluer progressivement et prendre plutôt la forme d'un partenariat plus équitable où chacun finalement va avoir ses intérêts. Donc on voit que dans ce qui vient d'être décrit, on a une collaboration qui est rapidement à ses limites. On a un certain nombre d'associations qui voient des projets qui sont finalement pas très en lien avec leurs besoins immédiats. Se pose donc la question, pour faire écho à la présentation d'Arnold, de l'utilité en fait de ces recherches. On a aussi parfois le sentiment que finalement les choses vont pas assez vite alors que on est dans le cadre d'une épidémie, on a il y a un problème de santé publique avec une mortalité, une morbidité élevée et encore beaucoup d'inconnus. Donc, il y a le sentiment que finalement, il faut impulser la recherche là où elle est insuffisante, parfois dans certains pays, souvent dans certaines communautés ou certaines populations. Par exemple, vous rappelez que en fait, c'est vraiment les premières recherches sur les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes en Afrique qui ont permis une prise de conscience et des premières réponses de terrain. Idem sur la question des prisons, avec un gros projet qui avait été mis en place dans les prisons d'Abidjan. Et puis, il faut aussi souvent réorienter et cadrer davantage dans des contextes en fait où, pour le coup, les terrains sont plutôt surenquêtés. Donc là, c'est vraiment en lien avec toutes les questions liées à l'éthique de la recherche. On commence à avoir des travaux qui se mettent en place, notamment autour de chartes éthiques, voilà, et qui à la fois, parfois, je vois qu'il y a une question sur la clairance éthique. Oui, on a fait toutes les démarches, elles sont parfois lourdes, mais en même temps, ça permet quand même de travailler et de mettre ces projets de recherche en place dans des bonnes conditions. Donc voilà, pour terminer, les associations, elles revendiquent finalement une plus grande place et un partenariat plus équitable. Donc en parallèle, on a des évolutions contextuelles. On voit qu'on a un intérêt croissant pour une recherche qui effectivement est plus opérationnelle devant les défis qui sont posés par l'épidémie. Progressivement, on acquiert des connaissances. On a aussi des nouveaux outils. On pense à la PrEP, aux outils de dépistage. Aujourd'hui, on est en train de parler de traitement injectable. Mais en fait, finalement, comment ces outils, on les utilise et comment, quelle innovation organisationnelle on met en place et comment on mobilise tout ça, ces connaissances, ces outils pour répondre de manière efficace à l'épidémie. Il faut des stratégies et finalement, la recherche opérationnelle, elle a pour objectif de concevoir, de mettre en œuvre et d'évaluer scientifiquement des interventions en santé publique.
Donc ici, voilà, c'est une illustration, c'est un article de 2018 qui attire l'attention sur l'importance d'avoir un agenda de recherche appliquée sur la question des adolescents vivant avec le VIH/SIDA. Le renforcement des collaborations entre les acteurs de terrain, et notamment les acteurs associatifs et les chercheurs, il est aussi encouragé par les financeurs qui adoptent progressivement des stratégies qui sont basées sur les données probantes. Donc ici, vous avez l'exemple de PEPFAR, en fait, avec lequel je sais qu'il y a un certain nombre des associations partenaires de SIDAction qui travaillent. Donc vous voyez qu'on parle de processus fondés sur des données probantes, diapo. On peut aussi parler de la stratégie française en santé mondiale. Donc, un des principes directeurs de la stratégie, c'est d'avoir une approche qui repose sur les résultats et les méthodes scientifiques. Donc, ces rapprochements, ils sont aussi largement poussés par les partenaires techniques et financiers. Donc, tout ça, ça ouvre la voie à des recherches d'un nouveau type qui mettent en lien donc, les acteurs de terrain et les chercheurs sur des projets de recherche qui vont être co-construits et ou co-portés. Donc, c'est le cas de Radar. Donc, comme vous l'ont dit les collègues, donc dans ce projet, les associations ivoiriennes et togolaises, donc Centre SAS, EVT et ACS, sont investies aux côtés des équipes de recherche. Donc, ça a permis, comme on l'a indiqué, de travailler sur un terrain qui est relativement sous-investi. Aujourd'hui, sur la question du VIH pédiatrique, on sait qu'on est très en retard en Afrique francophone, notamment en Afrique de l'Ouest. On sait qu'on est sur des taux de couverture ARV des enfants qui sont de loin très inférieurs à celles des adultes. Donc, on a vraiment besoin de pousser ces recherches. Ça permet effectivement d'introduire, comme l'ont montré les collègues, les questions de recherche innovantes. Je ne vais pas revenir dessus, parce que ça a été très bien illustré par Dao et Arnold. Voilà, c'est aussi l'occasion d'introduire des innovations méthodologiques. Donc là, ils vous ont expliqué aussi quelles sont les stratégies qu'on a mis en place à partir des observations de terrain. Et puis là, c'est quelque chose qu'on va certainement faire à partir des mois qui viennent, puisque actuellement, on est toujours dans la phase de collecte des données, mais on compte vraiment impliquer grandement les acteurs associatifs dans le travail d'analyse des données et notamment des situations complexes qu'on peut remonter du terrain. Donc, à la fin du projet, l'idée, c'est aussi de faire en sorte que ces associations qui ont été investies dès le début du projet, en fait, se soient tellement appropriées le projet et ses résultats que ce soit plus évident aussi pour elles d'aller valoriser ces résultats et diffuser la connaissance et ce qu'on a appris du projet de recherche sur le terrain et notamment de mettre en place un travail de plaidoyer en lien avec les décideurs politiques de leur pays. Et le dernier point, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est relatif aux questions liées à l'éthique de la recherche. Quand on a mis en place le projet, qu'on a travaillé sur le protocole et les outils de collecte, les dispositifs de collecte des données, voilà, ça a été aidant aussi d'avoir les associations impliquées parce qu'elles sont relativement sensibles aux questions de protection des personnes. Voilà, donc l'idée vraiment dans notre projet, c'est de s'appuyer sur les expertises respectives de chacun, les acteurs communautaires qui ont la connaissance du terrain, qui vont pouvoir apporter des choses bien spécifiques autour de la construction et de la mise en œuvre de l'intervention, et les chercheurs qui arrivent en fait avec les méthodes scientifiques et la capacité vraiment à mettre en place des dispositifs d'évaluation de l'intervention. Donc l'idée vraiment pour nous, dans la manière dont on conçoit la collaboration, c'est de penser un travail en complémentarité où chacun vraiment arrive avec son expertise.
Donc ici, vous retrouvez le processus de la recherche scientifique, hein, c'est ce qui a été présenté déjà par Arnold un petit peu précédemment, donc d'une autre manière. Donc initialement, dans le modèle que j'ai présenté au début de mon intervention, on voyait que les associations étaient principalement mobilisées au moment de la collecte des données, donc c'est une toute petite partie du processus. Nous, on va chercher vraiment à mettre en place la collaboration aux différents niveaux. Thibaut, tu peux appuyer là pour que toutes les petites mains elles apparaissent sur le schéma. Donc l'idée vraiment, c'est de faire en sorte en fait qu'on travaille ensemble aux différentes étapes du projet, voilà, pour renforcer l'efficacité du dispositif. Alors, Radar, c'est encore un projet en cours, mais on peut essayer d'avoir un petit regard critique déjà sur notre fonctionnement. Donc, dans les réalisations, dans ce qu'on a pu mettre en place, bon, c'est intéressant voilà, de se dire qu'on a pu mettre en place ce copil vraiment mixte où l'ensemble des acteurs sont représentés, où on a des prises de décision collectives qui se font. Les associations, effectivement, elles ont été impliquées dans l'ensemble des étapes et notamment dans l'élaboration du protocole et du design de l'intervention. On fait la plupart de nos missions de terrain voilà, en forme mixte, c'est-à-dire que voilà, on travaille vraiment ensemble entre les acteurs associatifs et les chercheurs et on cherche à vraiment renforcer à développer au maximum les moments de rencontre et de travail en commun. Maintenant, dans les limites qu'on peut poser, bon, c'est vrai qu'on a, en raison du contexte, un projet qui s'est mis en place dans un moment un peu compliqué, qui était le post-Covid. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas fait de réunion de lancement. Je pense que ce moment-là, il aurait été important pour encore avoir une meilleure appropriation du projet par les acteurs associatifs notamment. C'est vrai que voilà, on a des outils de recherche qui sont parfois complexes et donc c'est important vraiment d'outiller les acteurs associatifs si on souhaite effectivement qu'ils soient dans un partenariat réellement équitable, non pas pour qu'ils deviennent eux-mêmes des chercheurs, c'est vraiment pas l'objectif, hein. On a insisté sur le fait que c'était un travail en complémentarité, mais pour qu'ils puissent aussi voilà, faire des choix éclairés et se positionner de manière éclairée sur les grandes décisions à prendre. Donc c'est peut-être là-dessus que voilà, on peut renforcer encore le travail dans les prochaines années. Et donc je vais terminer en disant que bon, c'est quelque chose qu'on essaye de pousser un peu à SIDAction. Donc c'est l'Académie de la recherche qui est en fait un temps d'atelier où on cherche à outiller les acteurs associatifs pour leur permettre d'entrer dans des collaborations équitables sur des partenariats de recherche. Donc, vous avez la photo de la dernière académie qui a eu lieu il y a 2 ans maintenant. Et là, on se prépare à partir le mois prochain à Lomé pour une nouvelle session. Merci beaucoup. Merci, Émilie. Merci, Jean-Marie, pour vos présentations. Donc, je vous propose de prendre un second temps de questions auxquelles les intervenants vont pouvoir répondre. Alors, il y a quelques questions qui ont été mises dans le chat que je vais reprendre. Donc, la dernière question était, avez-vous eu recours à une demande de clairance éthique? Donc là, on a pu répondre à cette question. Et effectivement, il y a eu une demande, une approbation d'un comité d'éthique pour réaliser ce projet radar. La seconde question, dans le constat de terrain, comment vous avez évalué les occasions manquées au niveau des centres publics? Donc, je vais passer la parole à Jean-Marie ou Siaka, en fonction de vos disponibilités. D'accord, moi, je peux prendre et puis Jean-Marie certainement pourra en ajouter. Je pense que les occasions manquées, le constat des occasions manquées au niveau des centres publics résultait des visites que nous avons eues sur ces centres-là. Parce que quand nous avons constaté, ce que j'ai omis aussi de préciser, c'est que dans le constat, on remarquait que des enfants nous étaient référés pour une prise en charge, des enfants infectés nous étaient référés pour une prise en charge en stade très avancé. Et donc, véritablement, on a compris aussi qu'au niveau des centres de santé, il y avait du retard dans le dépistage de ces enfants. Donc, lorsque nous sommes allés pour pouvoir comprendre un peu la problématique au niveau de certains centres de santé,
nous nous sommes rendus compte que le dépistage n'était pas systématique parce que nous avons comparé leurs pratiques aux nôtres. Chez nous, lorsque les bénéficiaires, les clients viennent en consultation, systématiquement, le dépistage leur est proposé. Et nous avons constaté que malgré la diversité des services qui existent au niveau de certains centres de santé, notamment par exemple au niveau du CHR ou CHU, où il y a une diversité de services. Il y a la consultation pédiatrique, il y a l'hospitalisation pédiatrique, l'urgence pédiatrique, il y a le centre de nutrition. Donc, malgré l'existence de tous ces services, le dépistage n'était pas au fait. Les patients sont pris pour les pathologies simplement pour lesquelles ils sont arrivés. Donc, on ne poussait pas les choses un peu trop loin. Donc, c'est là que nous avons constaté que véritablement, au niveau de ce service-là, il y avait des occasions manquées en termes de dépistage de ces enfants. Donc, voilà un peu ce que nous avons fait pour véritablement nous rendre compte qu'il y avait ce manque. Très bien, merci Siaka. Donc il y a une autre question de Malbrun serait-il nécessaire de mettre en œuvre un déploiement à grande échelle de dépistage familial ou indicateur, j'imagine c'est peut-être cas index. Il y a une précision qui est apportée. Ma question a pour but de savoir si les résultats de terrain du dépistage des cas index afin d'identifier les nouvelles infections dans les familles des patients connus et suivis. Si je reprends la question, est-ce que ça serait pertinent en fait de faire du dépistage familial ou des cas index pour avoir un meilleur suivi des patients connus? Alors, je vais pouvoir répondre. Je vois que Siaka lève la main pour répondre. Donc, Siaka, je te laisse la parole. Oui, je pense que si la question est de savoir la pertinence du dépistage familial à partir de l'index, du sujet index, je dirais oui. C'est la base de travail de l'ONG SANSAS parce que dès le début, nous avons adopté ce que nous avons appelé l'approche famille. Et l'approche famille nous permet, à partir du sujet index, de remonter soit aux parents ou à la fratrie du sujet pour pouvoir faire le dépistage intrafamilial. Donc, effectivement, ça nous a, je pense que je n'ai pas les chiffres directs sur les yeux, mais je pense qu'en termes de résultats de positivité au niveau du dépistage, le dépistage par index testing donne un taux relativement très élevé. Donc, je pense que c'est très pertinent de cette approche, si c'est ça la question. Merci. Merci Siaka pour la réponse. Alors, il y a une nouvelle question. Serait-il nécessaire de mettre en œuvre... pardon, c'est la même question, excusez-moi. Alors, il y a une question sur l'Académie de la recherche. Quels étaient les objectifs et les participants? Je vais la garder. On va peut-être répondre en fin de la session de questions. Il y a une nouvelle question. J'aimerais savoir si un communautaire peut introduire un protocole de recherche comme investigateur principal. Arnold, je propose de répondre à cette question. Oui, effectivement, je vais répondre. Alors, est-ce que vous me recevez? Très bien, Arnold. Tu peux. Super. Oui, très bien. Oui, il n'y a pas de contre-indication qu'un communautaire puisse être investigateur principal sur un projet. Maintenant, ça va dépendre, n'est-ce pas, de son expérience et de son background. C'est-à-dire que le communautaire peut avoir également un parcours derrière qui fait qu'il est capable d'assumer une position d'investigateur principal. Il faut noter que dans certains pays, notamment même en France, le rôle d'investigateur principal est très encadré également. Donc, il faut que vous puissiez être en mesure de justifier de la capacité à rédiger un protocole de recherche, à suivre, à vous assurer que les règles de bonne pratique clinique sont respectées durant le processus, à collecter, analyser les données, à rédiger un rapport de recherche. Si vous pouvez faire preuve de ces compétences-là, il n'y a absolument aucune contre-indication que vous soyez investigateur principal sur un projet de recherche. Donc, le profil d'associatif ne vous écarte pas de ce rôle-là, absolument pas. Tout dépend de votre expérience, comme je le dis, et de votre background professionnel. C'est-à-dire que généralement, les projets que vous allez soumettre vont être évalués sur votre capacité à le mener à terme, à pouvoir valoriser les données qui seront issues de ce projet de recherche-là, à garantir le respect des bonnes pratiques cliniques durant le processus
recherche. Donc, si vous avez toutes ces compétences, vous n'avez absolument aucune limite. Personne ne peut vous dire parce que vous êtes plus dans la communauté, parce que vous êtes un non-universitaire. Le mot est sorti. Ce n'est pas parce que vous êtes un non-universitaire que vous ne pouvez pas être investigateur principal sur un projet de recherche. Je ne sais pas si j'ai suffisamment bien répondu, si c'est clair. Arnold, je pense que c'était très clair. Je ne sais pas, Thibaut, si... ouais. Juste, j'aurais bien voulu compléter. Je pense que tu as raison. Après, je dirais quand même que, en fait, il y a un intérêt à travailler ensemble parce que chacun apporte des choses complémentaires. Et je pense aussi, tu l'as dit, parfois, quand on a des recherches qui sont uniquement menées par des communautaires, la reconnaissance et la valorisation auprès des décideurs est parfois plus complexe. Donc, c'est vraiment un calcul à faire et souvent, travailler en collaboration, c'est quand même plutôt un gage. Ça permet souvent d'aller plus loin sur la valorisation de nos résultats et ça permet d'atteindre plus efficacement nos objectifs. Donc moi, j'aurais tendance vraiment à plaider pour un travail en collaboration où chacun est focalisé sur son expérience, son expertise et ce qu'il peut apporter en fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Émilie, pour ce complément d'information. Mais je pense que c'était très clair. Voilà, pour reprendre un petit peu, pour résumer, on est dans une optique de collaboration multipartenaire et que chacun apporte les compétences qui va donner une plus-value au projet de recherche. Je vous propose une dernière question avant de passer à la conclusion. Donc, c'était la question sur l'Académie de la recherche. Donc, pour répondre, je vais pouvoir répondre à cette question. L'Académie de la recherche est vraiment justement un lieu qui va permettre une transmission des savoirs, en tout cas un partage des connaissances sur les compétences en recherche à destination des acteurs communautaires. Donc, c'est-à-dire que, voilà, comme dans les présentations qui vous ont été faites, on voit qu'il y a des pistes de collaboration qui sont très intéressantes. Et forcément, il y a un moment donné où tout le monde ne parle pas le même langage. Donc là, le but, ça va être d'apporter d'un langage commun à l'ensemble des parties afin de mieux communiquer et que chacun puisse prendre clairement une position dans les projets de recherche. Et c'est le but de cette académie de recherche qui va durer une semaine et qui sera à destination des acteurs communautaires où on va travailler sur ces questions de positionnement dans les projets et d'avoir le même vocabulaire que les chercheurs qui utilisent souvent on va dire des vocabulaires assez techniques et qui ne sont pas forcément adaptés au grand public, quoi. Je vous remercie à tous pour toutes ces questions. Donc, je vais passer la parole à Soumeya Rali, qui est responsable thématique enfants et adolescents à SIDAction et qui va pouvoir faire une synthèse et une conclusion de ces échanges. Soumeya, je te laisse la parole. Merci Thibaut. Donc, je pense que je vais être assez brève, sachant que les différentes présentations étaient assez complètes et assez claires et se répondaient en termes de complémentarité. Moi, ce que je retiens de ce webinaire par rapport à ce qui a été présenté sur tout le processus de construction de ce projet Radar, c'est justement cette question de travail en complémentarité entre les acteurs communautaires associatifs et les acteurs de la recherche, avec cette idée aussi d'instaurer une relation qui soit plus juste et plus équitable et qui a pour intérêt de profiter, on va dire, de maximiser les potentialités des expertises et des expériences de chacun et qui, on l'espère, justement, va servir les besoins de la cible et maximiser l'impact par rapport à ce sujet et cette thématique qui est largement sous-investie et permettre justement
rattraper le retard du dépistage des enfants, parce qu'on sait voilà, qu'ils continuent vraiment à payer un très lourd tribut de la maladie. Et donc, c'est vraiment ça que je retiens, c'est qu'à travers ce processus et cette méthodologie, que ça puisse vraiment voilà, servir, voilà, qu'on parte de ce terrain, voilà, du terrain de la recherche, mais que voilà, la cible principale, en fait, l'objectif, voilà, reste l'amélioration de la santé de ces enfants-là et que ça y contribue. Donc, je pense que je vais m'arrêter là, mais pour moi, c'était vraiment l'idée principale et que donc cette collaboration et cette complémentarité servent cette finalité-là. Je ne serai pas plus long. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Soumeya, pour cette conclusion. Je vous remercie à tous pour votre participation. Dans les chats, j'ai vu qu'il y avait des questions supplémentaires très pertinentes, donc je vais répondre en fait à l'écrit avant de clôturer le webinaire pour vous apporter le maximum de réponses. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que ce webinaire est, comme je vous le disais, en 2 parties. Il y aura la seconde partie qui va se dérouler le 22 mai à 16 h et qui va, pour cette partie-là, discuter en fait de la méthodologie et des analyses, donc des parties de la partie de l'analyse quantitative, de l'analyse médico-économique et de l'analyse qualitative qui a été réalisée dans le cadre de Radar. Donc, on va vraiment parler méthodologie. Donc, je vous incite à y assister. Le webinaire, donc 22 mai, 16 h, il sera sous Teams probablement. Donc, pensez bien à vous inscrire des réceptions et vous pouvez évidemment partager les liens d'inscription à l'ensemble de vos partenaires à qui ça peut intéresser. C'est sans problème. Donc, je vous remercie encore pour votre participation. Je vous dis à bientôt et je réponds aux 2 questions pertinentes directement dans le chat et je mettrai fin à ce webinaire en suivant pour tout le monde. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir, Thibaut. Au revoir à tous. Merci, au revoir tout le monde. Merci tout le monde. Merci à tous. Au revoir. Au revoir et merci. Au revoir, à la prochaine.